À l'heure où cet épisode sort, nous ne sommes plus qu'à quelques jours, voire quelques heures en fonction de quand vous le regardez, du second vol d'essai du couple Starship Super Heavy. Le duo est en effet enfin prêt à reprendre son envol après un premier vol en avril qui avait fini de façon assez, disons, mouvementée. Mais cette fois-ci, les choses seront probablement différentes. Starship Super Heavy et le pas de tir ont en effet été largement revus, améliorés et repensés pour éviter de reproduire les erreurs du premier vol. Après tout, ce sont quand même 63 actions que SpaceX aura apportées au véhicule en travaillant avec la FAA sur les résultats du vol d'avril, et 63, eh bien ce n'est pas rien. Mais justement, quels sont les changements apportés au véhicule au-delà de ceux dont on parle tout le temps ? Vous l'aurez vu venir, je crois, pour cet épisode, j'avais envie de vous proposer de se pencher sur ce qui a changé dans le véhicule au-delà des grandes lignes, dont j'ai déjà parlé en long et en large ici, l'importance de ces changements et ce qu'il faut en retenir. Mais avant de commencer, si vous avez des questions sur le Starship, je vous invite à les poser en commentaire et s'il y en a assez, ça peut faire un bon épisode FAQ Starship. D'autre part, et sauf imprévu bien sûr, je vous donnerai aussi rendez-vous en direct pour suivre le vol et en vidéo pour le débrief. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à aller activer la notification pour le live, dont le lien sera en description. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace dédiée au Starship. Avant de commencer, je tenais à dire une petite chose importante. Je ne parlerai pas particulièrement du déluge d'eau sous le pas de tir, ou encore de l'anneau supplémentaire installé sur Super Heavy pour permettre une séparation à chaud. Séparation à chaud où Super Heavy gardera 3 moteurs allumés, alors que le Starship allumera les siens. J'ai déjà souvent parlé de ces changements, et même si ce sont les changements les plus visibles, je viens d'en résumer l'essentiel en une phrase. À l'exception du fait que le déluge d'eau protège le pas de tir et les installations environnantes qui avaient souffert lors du premier vol. C'est fait. Bref, ces modifications, bien qu'importantes, ne sont aussi que la face émergée de l'iceberg face à une petite armée de changements. Et ça tombe bien. Début septembre, on avait droit à la publication par Elon Musk de cette fameuse liste qui nous en apprend beaucoup sur ce qui a changé et a posé problème. Ainsi, il y a un point que j'ai déjà mentionné à quelques reprises, mais sur lequel j'aimerais revenir plus profondément, le système d'autodestruction. Basiquement, des explosifs sont installés sur Starship et Super Heavy pour permettre de les détruire en cas de perte de contrôle, destruction partielle du véhicule et autres joyeusetés. Le principe, et c'est un standard sur tous les lanceurs, est de pouvoir provoquer son explosion et surtout celle de son carburant avant que ce dernier ne puisse atteindre le sol. Ça permet non seulement de réduire la taille des débris, mais surtout d'éviter une explosion au sol qui pourrait être dévastatrice. Et malheureusement, lors du premier vol du Starship, SpaceX a rencontré un sérieux problème. Alors que le véhicule avait commencé une violente rotation, le système d'autodestruction allait mettre près de 40 secondes à réagir, et le véhicule allait se détruire de façon très partielle et lente, en témoignent notamment les dernières images transmises montrant un Starship fonctionnel, avec un fragment de booster attaché. Et ce problème, selon plusieurs experts externes à SpaceX et en se basant sur les informations un peu vagues données par Elon Musk dans une conférence sur Twitter quelques jours plus tard, aurait une explication assez simple. La quantité d'explosifs installés, qui sont en général placés entre les réservoirs d'oxygène et de méthane, est censé provoquer une rupture des réservoirs, le mélange explosant donc en entrant en contact, aurait été trop faible et n'aurait pas suffi pour provoquer la rupture des réservoirs. Le problème, c'est qu'il n'est pas certain qu'il se soit activé tout court, et alors que le système doit non seulement s'activer automatiquement quand trop de paramètres indiquent que ça part en cacahuète, mais qu'il a aussi été activé manuellement sans réussite, les conséquences pouvant alors être dramatiques. Avec souvent un grand nombre de spectateurs assistant au lancement, si Starship avait dévié plus tôt, il aurait littéralement pu faire des centaines de victimes. Alors bien sûr, c'est le pire scénario possible et un scénario catastrophe qui n'a pas eu lieu. Mais des mots même de Peter Beck, PDG de Rocket Lab, qui s'est exprimé sur le sujet, c'est l'un des pires cauchemars dans l'industrie. Des vies sont en danger, l'environnement immédiat et les infrastructures au sol peuvent se voir rasées dans le pire des cas.
Alors évidemment, dans ce cas-ci, ce ne sont que des si, et ce n'est pas bien concret. Mais vous comprendrez certainement pourquoi, des mots même d'Elon Musk, c'est un point crucial à régler avant le prochain vol. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'en regardant la liste des différentes corrections apportées, on voit passer énormément d'ajouts de capteurs de pression et de température aux quatre coins des moteurs, des réservoirs et des véhicules en général. Repérer plutôt un élément défectueux peut aider à la fois à enclencher plus vite l'autodestruction, qui se fait en général en 1 ou 2 secondes, mais aussi permettre de sauver le véhicule. Car c'est un fait, on a aussi vu lors du premier vol plusieurs des 33 moteurs Raptor s'éteindre prématurément. Encore une fois, là aussi, la liste n'indique pas clairement ce qui a changé et ce qui a posé problème. Mais si on regarde la liste des capteurs de fuite ajoutés à la fois au moteur Raptor et au véhicule en lui-même, il apparaît clairement que plusieurs fuites et instabilités de combustion sont apparues à différents moments du vol, et il y a fort à parier qu'elles sont au moins partiellement responsables de cet échec. D'ailleurs, tant qu'on en parle, le processus lui-même menant à l'arrêt des moteurs a été revu, ce qui peut aussi indiquer que certains des moteurs qui ont été arrêtés, dont un avant même le décollage, l'ont peut-être aussi été, sinon par erreur, prématurément. Bon, je fais une supposition basée uniquement sur ce que je connais du véhicule et les indices disponibles, et ça n'a de toute façon pas une grande incidence sur le résultat du vol, mais ça méritait quand même d'être cité. D'autre part, les systèmes permettant d'éteindre d'éventuels départs de feu dans le booster ont aussi été revus et améliorés, avec une efficacité multipliée par 15 selon ce document. Alors, disons-le clairement, le reste est assez peu intéressant. Révision de connecteurs, ajout de capteurs, valves, caméras, on parle quand même de plus de 90, changement dans le contrôle de qualité au sol, changement dans les protocoles de test. L'un dans l'autre, on voit une vraie tendance voulant limiter et surveiller les fuites de carburant à tous les niveaux et s'assurer que le prochain vol soit un succès. Mais un autre élément sera encore à surveiller de très près pendant ce vol, les tuiles de protection thermique. Sans aller jusqu'à dire que SpaceX semble avoir des problèmes avec leur fixation, ces petites tuiles qui doivent protéger le Starship de la chaleur lors de son retour dans l'atmosphère ont toujours une sale tendance à se détacher, y compris lors du vol orbital. Et encore une petite dernière il y a quelques jours avec un vent un peu trop fort. Ainsi, sans vouloir me risquer à faire des pronostics, et malgré des efforts de la part de SpaceX pour régler le problème, c'est un élément fort mis de côté ces temps-ci, mais qui risque de revenir dans l'actualité un de ces jours. Mais ça, on en reparlera le moment venu. D'ici là, je vous donne rendez-vous vendredi après-midi pour le lancement, sauf changement, et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles doses d'espace.